Bonjour à tous déjà. J'espère que vous nous entendez bien, qu'il n'y a pas de souci. L'idée sur les petites choses à savoir en fait, qui sont importantes pour faciliter la fluidité de ce live. Donc, si vous avez déjà fait des webinaires, vous devez le savoir. Seuls les micros des intervenants sont autorisés. En revanche, vous pouvez échanger entre vous en utilisant le chat. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions via le module de questions-réponses qui est présent sur Zoom. Donc Morgane, que j'ai introduit juste avant, qui travaille avec moi chez Au Cœur des Villes, elle est là pour vérifier le chat, modérer les questions-réponses. Il y aura quelques temps, a priori 3 temps de questions-réponses au cours du webinaire. Donc surtout, n'hésitez pas, on va essayer de faire en sorte d'organiser les choses et qu'on puisse répondre de façon méthodique aux questions. Un petit point avant de commencer, je voudrais remercier l'équipe de Food Hotel Tech de nous accueillir digitalement. C'est une initiative sympa, marrante. Ils ont réussi à monter ce truc-là alors que malheureusement leur salon physique a été annulé. Donc, merci d'être là et merci à eux. Et surtout, n'oubliez pas de visiter le salon digital. Voilà, vous pouvez cliquer sur le plan, il y a des experts, il y a des exposants qui sont disponibles en permanence en visioconférence. Et vous avez même une espèce de roulette, une sorte de chat roulette moderne qui vous invite à faire des rencontres avec des intervenants présents au hasard. Voilà. Et je précise que c'est possible d'avoir des démos de l'IBO et aussi d'Agicap, je suppose. Voilà. Ce qui ne gâche rien. Confirme. Avant de rentrer dans le dur du sujet, je vais vous présenter rapidement les intervenants et je vais surtout les laisser se présenter. Pierre, Pierre Dutaré, qui est le cofondateur et CEO de l'IBO. Et Pierre, je te laisse raconter rapidement ce que fait l'IBO. En 2 mots, en ce qui me concerne, j'ai commencé à travailler en finance il y a plusieurs années. Puis après, j'ai monté un groupe de restos à Paris. Des restaurants comme Farago, par exemple, ou Canard et Champagne, qui sont relativement connus. Et c'est dans la gestion au quotidien que je me suis dit qu'il manquait un outil pour facilement gérer ses finances et avoir en permanence la vue sur ses performances, notamment sur sa trésorerie. Et donc, c'est ce que fait l'IBO et c'est ce qu'on propose notamment à nos clients restaurateurs. Voilà. Michael. Bonjour à tous, Mickaël, je suis directeur marketing d'Agicap. Agicap, c'est un logiciel en ligne qui permet d'automatiser sa gestion de trésorerie, ses prévisions de trésorerie. On travaille avec plus de 2000 PME, dont quelques centaines de restaurateurs et hôteliers, à la fois avec des franchisés comme Pizza Hut, Burger King, des restaurateurs indépendants, des jeunes chaînes en croissance comme Pokawa ou Canard Street, donc assez divers. Et ça permet de reprendre vraiment le contrôle sur sa gestion de trésor et de ne plus se contenter du petit plan de trésorerie envoyé par le comptable à la fin du mois, surtout dans le contexte actuel. Voilà, et donc c'est moi, Nelson, qui vais modérer la conférence. Donc, je suis le CEO d'Au Cœur des Villes. Au Cœur des Villes, c'est une maison d'édition de médias professionnels. On édite notamment dans la restauration l'Auvergnat de Paris, la Revue des Comptoirs et aussi le magazine du marché de Rungis qui s'appelle Rungis Actualité. Et on édite en tout une dizaine de titres dans plein d'univers de commerce différents. Bon, allez, on rentre dans le dur du sujet. Le premier truc, je pense que je vais faire une introduction très rapide et très clairement, on ne va pas se mentir. Je pense que tous ceux qui sont présents ici et qui travaillent dans la restauration ou qui ont leur restaurant, voilà. On ne va pas se mentir, on a connu des jours meilleurs. Je vous ai mis quelques chiffres qui sont tirés de la dernière business review de Food Service Vision, qui est un institut de data lié à la restauration. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. On est tous au courant que c'est compliqué et que ça va sûrement l'être encore un petit peu. Mais en même temps, on peut aussi se dire que pour le moment, il n'y a pas de raison que la situation ne s'améliore pas progressivement. Alors, les chiffres que je vous ai mis, c'est les chiffres qui sont tirés d'une des dernières études qu'il y a eu sur la volonté des Français de retour au restaurant. Et sur les 3-4 études qui sont sorties ces derniers jours, grosso modo, partout, on est aux alentours de 80%. Les terrasses sont réouvertes partout, les établissements en zone verte sont réouverts. Voilà. Maintenant, on va dire que le plus dur est censé être derrière en termes d'exploitation.
euh, et que les choses devraient aller en s'améliorant. Alors après, le fait que les choses soient derrière en termes d'exploitation, est-ce que ça veut dire qu'elles le sont en termes de trésorerie? Ça, c'est un autre sujet et ça va être un des sujets importants euh, du débat qui va commencer. Voilà, et le dernier truc que je voulais dire, avant qu'on attaque, on va dire, la séance de questions-réponses et le débat en tant que tel, voilà. Mécaniquement, cette crise, elle a pesé sur les comptes en banque et elle a pesé sur les comptes en banque en début avec l'arrêt du chiffre d'affaires, les charges qui ont continué. Elle pèse sur les comptes en banque maintenant avec les rentrées d'argent qui sont difficiles à prévoir, mais pourtant des coûts qui ont été engagés pour pouvoir réouvrir. Donc la gestion de la trésorerie, ça va devenir un enjeu encore plus clé qu'avant. Et j'ai mis 4 mots différents parce qu'en fait, on en discutera tout au long de la conf. Il y a des enjeux qui sont vraiment différenciés suivant les typologies d'établissement. Et je pense que chez Mickaël, comme Pierre, ils ont remonté ça dans leurs clients. Il y a des gens qui sont juste là pour tenir bon. Il y a des gens qui sont là pour se relancer. Il y a des gens qui ont perçu des opportunités et qui sont là pour se diversifier. Et il y a des gens qui sont là pour se développer, voire même essayer de faire des coups. Et il y aura des opportunités dans cette période. Voilà. C'est un peu ça les 4 maîtres mots de cette phase de relance. Et on va voir pourquoi la gestion de trésorerie est importante dans cette phase. Alors, on voulait faire un petit point théorique, mais très court, avant de parler de choses vraiment très concrètes. Donc voilà, on a intitulé ça BFR, effet ciseaux, Kesako, de l'intérêt de faire un plan de trésorerie. On a souvent dans la restauration une problématique quasiment de vie au jour le jour parce que, notamment quand on démarre, il y a tout un ensemble de charges incompressibles liées au crédit, au loyer, tout ça. Et très souvent, moi j'ai plein de remontées de lecteurs qui disent que les gens vivent au jour le jour. Et pourtant, et je vais commencer avec Mickaël, la nécessité de faire un plan de trésor est super importante et il va vous expliquer pourquoi. Oui, eh ben, allez. Le plan de trésorerie, je pense que vous savez tout ce que c'est, hein. C'est un document qui vous permet de suivre à la semaine ou au mois quels vont être vos encaissements et vos décaissements avec un niveau de granularité plus ou moins fin. Par exemple, moi, avec nos clients, vous pouvez suivre tous vos encaissements par type de canal de paiement, l'activité en salle, la livraison, le click and collect, etc. Et niveau encaissement, avoir aussi une lisibilité assez fine sur la masse salariale, les matières premières, le loyer, etc. etc. C'est un exercice que pour la plupart des restaurateurs, en tout cas, faisaient de façon mensuelle, souvent en reposant sur le rapport fin de mois de leur expert comptable. Et ce que la crise a changé, c'est que cette façon de procéder en termes de trésor qui était assez light, assez lointaine, fonctionne plus, n'est plus suffisante. Et pourquoi? Parce que le contexte économique a fait que la trésor, déjà, fondait très vite, avec les revenus qui étaient quasiment à zéro ou qui étaient à moins 50, moins 80, moins 90%, selon si vous faisiez de la livraison, du click and collect ou pas, et que les charges restaient importantes. Donc, d'où cet effet ciseau avec les deux courbes, avec vos revenus qui baissent, vos charges qui sont constantes ou qui même parfois pouvaient avoir tendance à augmenter, ce qui crée un décalage et une trésorerie qui se dégrade très rapidement. Donc, nous, pour faire simple, ce sur quoi on a travaillé avec nos clients restaurateurs et ce qu'on recommande, c'est vraiment de changer de mentalité par rapport à la gestion de trésor et de vraiment faire cet exercice beaucoup plus régulièrement. Chaque jour, chaque semaine, il faut vous replonger dans vos prévisions de trésorerie avec l'évolution des scénarios de crise, vos hypothèses. Est-ce que, selon vous, la crise va durer encore 3 mois, 6 mois? Quel va être votre rythme de reprise, etc. Et voir combien de temps vous pouvez tenir au niveau trésor en fonction de ces différentes hypothèses. Et prendre les décisions qui s'imposent. En termes de financement, là, on a beaucoup entendu parler du prêt garanti par l'État.
Est-ce que vous en avez besoin tout de suite? Est-ce que vous pouvez vous permettre d'attendre? Parce que le prêt garanti par l'État, comme c'est un prêt que vous allez devoir rembourser, le plus tard vous le demandez, finalement, le plus tard vous aurez à commencer le remboursement. Donc, ça va vous permettre de bien timer vos besoins vos demandes de financement pour passer la crise. Donc ça, c'est le point le plus important, c'est vraiment se mettre dans un mode où la trésor, c'est plus que jamais le nerf de la guerre et il faut la regarder chaque semaine et mettre ses prévisions à jour chaque semaine. Que vous fassiez ça sur un tableur, que vous fassiez ça sur un logiciel comme Agicap ou Libéo. Le deuxième point, rapidement, c'est de faire une analyse très fine de vos coûts. C'est vraiment l'occasion de se replonger, de remettre au carré toutes vos analyses de marge, vos analyses de coûts et de couper au maximum. Bien sûr sur les salaires, renégocier les loyers avec votre bailleur si vous pouvez, etc. On va discuter après des effets pratiques. J'ai une petite question pour toi, Pierre, parce que je sais que vous êtes au cœur du sujet avec Libéo. Très souvent, on ne va pas se mentir, pour pouvoir faire son plan de trésorerie et pouvoir le faire correctement, comme le dit Mickaël, tout ça, ça repose quand même sur la gestion correcte et l'organisation correcte de ces pièces, de qu'est-ce que j'ai dépensé, de comment je suis organisé en fait pour faire en sorte que j'ai les informations cohérentes pour pouvoir faire mon plan de trésor. Est-ce que toi qui as l'expérience de restaurateur et qui a l'expérience également côté soft sur la gestion des fournisseurs, est-ce que tu as une méthode ou un petit secret, une petite botte secrète pour savoir comment on peut s'organiser pour gérer correctement ces pièces et faire en sorte que ensuite le travail de plan de trésor puisse être fait correctement, on va dire, sur des bases d'infos fiables? Ouais, écoute, je rejoins déjà complètement ce que dit Mickaël, hein. Je pense que la trésor, maintenant, tout le monde comprend que c'est une vraie préoccupation et on ne peut plus vivre au jour le jour. Donc, je suis hyper aligné avec ce que tu as dit, Mickaël. Moi, j'ai deux recommandations. La première, c'est de bien comprendre, en fait. Parce qu'en fait, en vrai, on ne comprend pas forcément bien ce qu'il y a dans sa trésor. Et le deuxième truc, c'est de s'équiper de bons outils parce qu'une fois que tu as compris comment ça marche, il faut avoir des outils qui vont faire ça pour toi. En fait, si je récapitule, tu as 4 grands éléments dans ta trésor. Tu as ton chiffre d'affaires, tu as tes coûts de salariés. Et dans tes coûts de salariés, tu as tes salaires, mais tu as aussi des charges qui vont être payées trimestriellement. Et ça, ce n'est pas toujours facile à comprendre parce que, en fait, on va devoir capitaliser un petit peu, garder de l'argent pour payer les URSSAF. Après, tu as tes fournisseurs que tu vas payer en général 30 jours fin de mois. Donc, il faut aussi garder de l'argent pour les payer. Et on a vu, par exemple, sur l'IBO, qu'il y a eu un gros pic d'activité au milieu du Covid parce qu'il y avait des fournisseurs, en fait, qu'il fallait payer. Et c'est vrai que sur la deuxième partie du Covid, on a vu une activité sur notre plateforme qui a diminué parce qu'il y avait moins de fournisseurs à payer et sa gestion de trésor se faisait plus par des prévisions. Mais il y a aussi, par exemple, des choses aussi bêtes que des loyers qu'il faut payer parfois par avance et par trimestre. Il faut bien l'avoir en tête parce que quand on a son activité qui tourne au quotidien, c'est facile. Et c'est vrai que quand on a des périodes un peu plus complexes avec des hauts et des bas, faut avoir ça en tête. Et après, on arrive sur le fameux BFR dont on parlait et ses effets ciseaux. Et les effets ciseaux du BFR, ils sont pas toujours faciles à comprendre et ils peuvent être assez critiques. Déjà, il faut savoir que tu constitues des stocks. Donc, plus ton chiffre d'affaires augmente, en vrai, plus tu as besoin de BFR parce que tu as besoin de constituer des stocks. Par exemple, si tu as une pizzeria, tu vas devoir empiler les kilos de farine pour pallier, pour prévoir l'activité. Mais aussi, il y a des effets. Donc, en fait, paradoxalement, plus tu as de chiffre d'affaires et plus ton activité est saine, plus tu peux avoir un BFR qui augmente. Et donc, plus tu as besoin de cash, en fait. Parce que le BFR, c'est ni plus ni moins que le cash dont tu as besoin sur ton compte bancaire pour faire tourner ton activité. Mais tu peux aussi avoir des effets comme par exemple, si tu as une activité qui marche bien, tu peux avoir besoin d'acheter plus de machines. Donc, tu vas te retrouver à faire des investissements. Et ça, tu ne vas pas toujours le voir dans ton compte de résultat. Tu vas le voir dans le fameux plan de trésor. Et donc, il faut avoir tout ça en tête. Deux autres éléments que je dirais qui sont importants à surveiller sur le BFR et sur la trésor, c'est des éléments aussi pernicieux que celui par exemple, les tickets restaurants. Les tickets restaurants, en fait, quand on regarde sa caisse d'encaissement, on va voir qu'on a fait du chiffre d'affaires. Il ne va pas se traduire tout de suite en trésorerie parce que parfois, les tickets restaurants, on va les encaisser 2 mois, 3 mois après. Donc, il faut bien avoir ces trucs-là en tête. Donc, déjà, moi, je pense que le premier conseil, c'est vraiment d'avoir tout ça en tête parce que j'ai rencontré des restaurateurs qui, par exemple, et je ne leur jette pas la pierre parce que je pense qu'un bon restaurateur, c'est quelqu'un qui fait des super plats et qui offre un super service. C'est ça son métier. Et j'ai été à leur place, donc je vois très bien le truc. Mais parfois, il y a des restaurateurs qui n'ont pas compris que leur chiffre d'affaires TTC, ce n'est pas du tout ce qu'ils allaient avoir dans leur compte bancaire. Et donc, la trésor, c'est comprendre la différence entre
ce que j'ai dans mon logiciel d'encaissement et ce que je vais vraiment avoir sur mon compte bancaire à la fin du mois, quoi. Voilà. Et donc, je pense que le deuxième conseil, c'est effectivement de s'équiper de bons outils pour savoir vraiment ce que tu encaisses, pour pouvoir analyser ses coûts. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai besoin d'analyser ses coûts et pour pouvoir avoir la maîtrise sur ces décaissements, pour pouvoir, par exemple, arrêter des prélèvements automatiques. Aujourd'hui, je vois beaucoup de restaurateurs qui ont de bons réflexes, limiter certains prélèvements automatiques avec des fournisseurs qui ne vont pas toujours être faits. Au contraire, qui vont pouvoir un petit peu soigner certains fournisseurs qui, eux, ont besoin d'être payés. Voilà, donc s'occuper des bons outils pour sa gestion de trésor, pour mieux gérer ses fournisseurs. Voilà, ça serait les deux conseils. Ça tombe bien parce que justement, c'est un peu le sens de cette deuxième partie. On n'a pas de questions pour le moment, donc on va avancer. Surtout, n'hésitez pas, hein, je vois que ce pauvre QNR est vide pour le moment. Donc, si vous avez des trucs à dire, soyez pas timide, d'autant que c'est juste c'est juste quelques petits trucs à taper sur le clavier. Ou si on n'est pas clair, ou s'il y a des notions sur lesquelles vous voulez qu'on revienne. Donc justement, Pierre a commencé à introduire la chose. L'idée, c'est un peu de se dire, parce qu'on ne voulait pas vous faire un cours théorique sur c'est quoi la trésor. L'idée, c'est plus de se dire, concrètement, comment on fait à court terme aujourd'hui quand on est dans cette phase de sortie de crise monumentale avec 2 mois et demi de chiffre d'affaires quasi à l'arrêt et une reprise à financer. Donc, l'idée, et ce coup-là, je vais commencer par Pierre, l'idée, c'est d'avoir quelques idées et d'avoir aussi des retours d'expérience de clients de Libéo et d'Agicap sur des mesures de sauvegarde, on va dire, ou de développement à court terme pour que l'activité puisse se redéployer. Pierre, je te laisse commencer du coup. Ouais, nous, on a constaté plusieurs profils, plusieurs types d'activités. On a vu des restaurants comme Liberty, par exemple, qui est un restaurant de burgers, ou comme les Dark Kitchen du groupe Farago, maintenant qui s'appelle le groupe Panorama. On a vu une activité hyper soutenue sur les plateformes Deliveroo, Uber Eats. Donc ça, clairement, ça a été, pour les entreprises qui ont pu faire ça, les restaurateurs qui ont pu faire ça, c'était vraiment un super boost. Certains ont fait quasiment x7, x8 sur leur chiffre d'affaires. Donc, il est possible de faire du chiffre d'affaires pendant la crise. Certains ont préféré avoir des initiatives. Déjà, ont su qu'eux, ils ne pouvaient pas tirer leur épingle du jeu en vente à emporter. Donc, préféraient soutenir leurs fournisseurs qui avaient besoin de leur aide. Donc, qui ont mis en place des aides un petit peu, pas des mesures, on va dire, solidaires pour les payer à tout prix, mais qui ont aussi mis en place des mesures pour soutenir les soignants, soutenir un petit peu leurs voisins, par exemple. Il y a des restaurateurs qui ont donné leur stock à leurs voisins. Donc ça, c'est des belles initiatives qu'on a vues et qui sont hyper importantes parce qu'on va voir que dans la reprise, ces gens-là, ils vont avoir plus de clients que les autres. C'est-à-dire que non seulement c'est hyper vertueux, mais en plus, cette solidarité, clairement, elle produira un retour. Donc ça, c'est des belles initiatives qu'on a vues. On a aussi vu des restaurateurs qui se sont placés tout de suite dans un contexte de protection. Et ce n'est pas forcément un mauvais réflexe que d'aller voir son expert comptable et dire voilà, je suis dans une situation qui est plus critique que ce que j'aurais pu imaginer. Comment je fais pour sauvegarder mes emplois? Ça, c'est hyper important aussi parce que quand on a un personnel et qui est content de bosser au quotidien, qui va bosser avec le smile, on est sûr que les clients ils vont avoir un personnel, vont avoir un service qui est top et ils vont aussi avoir envie de revenir. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Voilà. Un autre truc que je dirais, donc ça, c'est un peu les conseils un petit peu du quotidien. Après, on pourra rentrer dans des éléments plus concrets comme comment un petit peu revoir ses fiches recettes, par exemple, ou simplifier sa carte si c'est des choses que tu trouves intéressantes. Mais pour finir sur la gestion de trésor, on a aussi, je pense, un point important, c'est ce que disait Mickaël tout à l'heure. Je pense qu'il faut vraiment faire une analyse approfondie de ce qui va se passer dans les 6 mois qui viennent. En gros, j'ai besoin de payer combien de loyers? J'ai besoin de combien de personnel et combien ça va me coûter. Je vais payer mes charges d'URSSAF quand? Ma TVA, elle va être décaissée quand? Mes emprunts, ça va me coûter combien? Et vraiment avoir une vue trésor et pas juste PNL. C'est-à-dire penser trésor, penser entrée, penser sortie. Voilà, donc ça, c'est un peu les deux bons réflexes qu'on a vus et qu'on conseille bien sûr à tout restaurateur. Avant qu'on rentre dans, on va dire, une partie d'analyse plus fine, Mickaël, toi, tu as constaté quoi, du coup, en termes de bonnes practices chez vos clients, ou est-ce que tu as des trucs à faire remonter Ouais.
Je rejoins ce que Pierre a dit. Pareil, stratégie défensive, on se met en apnée, on réduit un maximum les coûts et on arrête l'activité pour limiter les pertes. Et après, ce qui est plus intéressant, c'est des stratégies offensives. Je prends des exemples concrets de clients, par exemple la Manufacture, qui est une petite chaîne de restaurants à Toulouse. Ils usent à peu près 50% de leur chiffre d'affaires en salle, 50% en livraison. Et ils ont poussé à mort l'activité livraison en lançant 5 marques virtuelles de pâtes, burgers, pizza co. Et ça leur a permis de limiter la baisse du chiffre d'affaires à moins 15% par rapport à l'avant-crise. Donc de vraiment limiter la casse en étant hyper proactif sur la livraison. Comme c'est en livraison, vous savez, c'est des marges qui sont moins bonnes que sur l'activité en salle. Ils ont plus négocié un partenariat d'exclusivité avec une des deux plateformes. Alors, je ne sais plus si c'était Deliveroo ou Uber Eats pour avoir des conditions plus favorables et préserver leur marge et donc préserver le cash. Donc ça, il me semble que c'est vraiment des stratégies intéressantes. Il faut se mettre dans la perspective où la crise risque de durer, la reprise va être lente. Et je pense qu'il y a certains restaurateurs qui disaient bon, je ne vais pas faire du click and collect et de la livraison juste pour les 2 prochains mois parce qu'après on va déconfiner, ça va reprendre business as usual. Là, on se rend bien compte que c'est parti pour durer et donc ces nouveaux modes de consommation qui sont la livraison, le click and collect vont continuer à se développer. Je pense que c'est important de s'y mettre. Et en plus, ça peut être mis en place rapidement et relativement simplement. Il ne faut pas avoir peur de la complexité du process. On a des clients comme Pokawa qui ont mis en place du click and collect sur l'ensemble de leur vingtaine de restos en l'espace de 2 semaines avec nos partenaires Zelti. Donc, c'est des choses qui se font bien, qui se font vite et qui ont un vrai impact. Après, voilà, sur les initiatives court terme, au-delà du click and collect, de la livraison, il y a aussi la possibilité de leur réinventer son modèle économique. Je pense notamment à ce qu'a fait Big Mama. Ils sont pas clients Agicap, mais je vais passer ça dans la presse. Je trouve ça intéressant, qui a reconverti ses restaurants en épicerie traiteur pour pouvoir faire bénéficier de leurs produits, de leur savoir-faire, mais d'une manière différente. Donc, tout ça, c'est des choses qui permettent de repenser son business, ses modes de distribution, ses modes de consommation et faire rentrer du cash le plus possible. Merci, Mickaël. Vous parlez de click and collect et de VAE et je suis entièrement d'accord avec vous. Après, il y a des modèles qui s'y prêtent plus ou moins bien, comme vous l'avez dit. On parle d'une reprise qui va être mécaniquement un peu lente, comme on le voit, et surtout en ce moment où en plus c'est soumis, en tout cas ici à Paris, aux aléas de la météo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire repartir avec de facto une voilure limitée, ce qui présuppose a priori quand même mécaniquement de devoir adapter ses coûts. Donc voilà, question, comment on fait concrètement pour faire tourner son restaurant avec une voilure limitée sans pour autant être en perte continue de marge? Sachant que voilà, les chiffres d'affaires ne seront pas au niveau d'avant et qu'il faut essayer de ne pas se péter la gueule. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas générer de pertes, ou en tout cas le moins possible pour pouvoir tenir. Donc ça veut dire qu'il faut avoir on va dire une vision dégradée de son activité habituelle. Donc voilà, comment on fait pour s'adapter à cette économie dégradée? Qu'est-ce qui veut commencer? Si tu veux y aller, Mickaël, sinon, moi, enfin, je peux te livrer un petit exemple qui m'est arrivé quand j'étais restaurateur. En fait, moi, j'ai envie de délivrer qu'un message d'espoir et d'optimisme parce que je pense que les gens, ils ont quand même de l'argent sur leur compte bancaire et ils vont vouloir consommer dans les restos. Aujourd'hui, ils ont envie de se lâcher, de prendre boire des coups en terrasse. Et donc, certes, pour certains restaurateurs, ça ne va pas être facile, il faut limiter la casse. Je pense notamment à ceux qui sont, par exemple, dans des zones où il y a beaucoup de bureaux, et où les gens ne sont pas retournés travailler, où ce n'est pas possible de faire de la livraison. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des restaurateurs qui ont, qui ont multiplié leur chiffre d'affaires. Donc, je pense que c'est possible déjà. Il faut se donner cet objectif de au moins maintenir son chiffre d'affaires, voire de vous faire mieux. Ce n'est pas grave si on ne peut pas le faire, mais pour moi, ce message d'espoir et d'optimisme, il est important. Après, et typiquement, j'ai donné 2 exemples. Je pense à Kelly Sisters, c'est un restaurant californien au top du top qui a ouvert à Paris. Et ben, elles, les pauvres, elles ont ouvert pendant le Covid. Et ben, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont lancé une offre qu'elles n'avaient pas prévu de lancer à la base en click and collect et en delivery. Et franchement, c'est top ce qu'elles font et je leur souhaite
je leur souhaite le meilleur. Et par exemple, on peut aussi citer Bien Élevé, Bien Ficelé, qui sont des super restaurants de viande à Paris. Et eux, c'est pareil, ils ont adapté leur carte et franchement, ça cartonne, donc c'est génial. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait deux choses simples. Ils ont réfléchi à c'est quoi mes produits qui marchent le mieux et comment je sélectionne mes 2-3 plats. Et au lieu d'en faire 15, j'en fais 3-4. Mais je fais des trucs qui vont grave faire kiffer les clients, qui vont être hyper complémentaires sur la carte. Par exemple, je vais faire un burger, une salade. En tout cas, je vais faire un truc gourmand, un truc healthy. Et je vais vraiment faire une offre qui plaît vachement à mes clients. Et comment je fais après pour que ça soit rentable? Et bien, tout simplement, vu que déjà j'en fais moins, j'ai moins de travail, c'est plus simple à gérer. Mais en plus, je peux aussi me concentrer sur des produits dont je vais pouvoir négocier les prix. Parce que je vais en acheter plus, par exemple. Parce que je peux aussi les mettre dans plusieurs recettes. Voilà, donc penser à mutualiser ces coûts, réfléchir à ces fiches recettes pour en faire mieux avec moins de manipulation manuelle. Par exemple, il y a un truc que les restaurateurs font, c'est qu'ils comptent les pas que doit faire un cuisinier dans sa cuisine, par exemple. Réfléchir un petit peu à ce mindset-là, comment j'optimise mon travail, quoi. Et ça marche. Pour l'avoir vécu, ça marche. Et je vais donner un exemple concret. Typiquement, mon premier restaurant, c'était un restaurant de tapas. Et ben, on s'est dit qu'on ne pourrait jamais faire une offre pour le midi ou qu'on ne pourrait jamais faire un brunch. Et en fait, on a réussi parce que quand tu fais une offre qui plaît vraiment au client, qui est simple, et ben, ça cartonne. Voilà. Mickaël, tu as un truc à ajouter? Ouais, carrément. Moi, je me suis intéressé ces derniers temps à ce qui se passe aux États-Unis pour avoir un peu des comparaisons avec la France et voir comment est-ce qu'ils arrivaient à innover dans le secteur de la restauration, donc qui a été aussi très durement touché, notamment dans des villes comme New York, là où à Manhattan, c'est un peu le carnage. Là-bas, en plus, ils n'avaient pas le chômage partiel, donc ils ont viré tout le monde du jour au lendemain pour réduire les coûts et limiter la casse, dans l'espoir de pouvoir réembaucher tout le monde dès que la situation sanitaire le permet. Il y a deux trucs intéressants que j'ai vu passer. Alors, c'est pour du plus long terme, mais notamment à New York, les loyers des restaurants sont hyper élevés. Et du coup, là, ils essayent de négocier des nouveaux modèles économiques avec leurs bailleurs pour passer sur des systèmes de loyer au pourcentage du chiffre d'affaires pour qu'en fait, ça soit une situation win-win avec les bailleurs en disant, écoutez, voilà, si vous n'êtes pas flexible de votre côté, nous, on va faire faillite et vous n'aurez plus de clients. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente pour baisser le poids du loyer dans les charges pour les mois à venir. Donc, il y a des discussions intéressantes à ce niveau-là pour essayer de changer de business model par rapport entre les bailleurs et les restaurateurs, qui engagent aussi d'ailleurs les autorités locales. Je trouve que c'est une piste intéressante pour la France. Je ne me rends pas compte à quel point c'est réaliste ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui se fait là-bas. Deuxième truc intéressant que j'ai vu passer, Harvard Business Review, donc la fameuse business school qui a fait un post sur une stratégie de pricing qui recommande aux restaurateurs en temps de crise. Ce qu'ils recommandent, c'est d'être assez agressif sur les prix, donc de revoir les prix même à la baisse, en tout cas sur la partie vente à emporter, click and collect, pour vraiment créer un écart avec la livraison, pour inciter les gens à se mettre au click and collect, qui a des meilleures marges, et de repenser aussi la stratégie de l'offre en faisant notamment des bundles. Voilà, si vous commandez un certain volume, ou si vous rajoutez telle et telle boisson sur lesquelles il y a des meilleures marges, on vous propose un discount approprié. Donc, voilà, revoir un peu sa stratégie de pricing dans le nouveau contexte où le click and collect, la livraison ont une part importante du business. Ouais, c'est deux super recos. C'est vrai que typiquement, tu peux construire des super parcours de vente sur Deliveroo, Uber Eats. Voilà. Donc là, on parle de click and collect, mais aussi en delivery. Et c'est marrant que tu parles de ça, Mickaël, parce que là, typiquement, je parlais l'autre jour avec un client, Charles Pérez de Victor et Charlie, on en avait parlé aussi, Nelson, qui cartonne à Paris. Et eux, ils sont en train de prendre un nouveau bail. Ils ont eu l'intelligence de ne pas signer leur bail tout de suite dès qu'ils ont vu le Covid arriver. Et du coup, ils sont en train de réfléchir avec leur bailleur un fonctionnement assez vertueux avec leur bailleur où si ça marche moins pour eux, le loyer est plus faible. Et si ça marche mieux, le loyer augmente. Donc, il y a un intéressement entre guillemets du bailleur à leur chiffre d'affaires, mais il y a une limite, c'est-à-dire que c'est capé, il y a un montant max. Et je pense que c'est hyper vertueux parce que quand ton resto il cartonne, payer un peu plus que ce que tu devrais, ce n'est pas très grave. Alors qu'en revanche, qu'en période de disette, avoir un loyer qui baisse vraiment, ça, c'est sans valeur. Enfin, ça a une valeur inestimable. Et donc, il faut vraiment
réfléchir à ce genre de trucs et on commence à le voir arriver même pour des bailleurs non professionnels, type des bailleurs qui ne sont pas des bailleurs de centres commerciaux, par exemple. De toute façon, le truc qui est sûr, c'est que, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais une des problématiques du business de la restauration, c'est qu'on pense que ce qui pèse beaucoup, c'est les coûts matières et c'est les coûts variables matières, mais en fait, la problématique de fond, la problématique de base, c'est les coûts fixes, purs et durs, le remboursement du fonds de commerce, le loyer et la masse salariale qui, quelque part, a quand même une part de fixe non négligeable. Donc, c'est clair et net que dans une période où l'activité va connaître des à-coups comme on est en train de vivre en ce moment, je ne sais pas, moi j'ai halluciné la semaine dernière entre des lecteurs mercredi matin qui étaient mais contents comme c'est pas permis, carton, terrasse, soleil, tout ça et tout, et qui jeudi matin faisaient la gueule parce qu'il n'avait plu et que du coup ils sont de nouveau retrouvés avec des problématiques, on va dire, de baisse de morale parce qu'ils pensaient que c'était reparti et en fait c'est plus compliqué. Enfin bref, tout ça pour dire que la capacité à variabiliser le plus de choses possible et surtout à rendre de façon magique, entre guillemets, des coûts fixes en coûts variables, en termes de négociation, c'est un axe super important. Un axe qui est vachement aussi bien, c'est que tu peux négocier avec ton… Parce que négocier avec son bailleur, ce n'est pas toujours facile et en plus, tu as un risque de faire évincer ton bail, donc c'est quand même à double tranchant. Parce qu'il y a la fameuse clause résolutoire qui fait peur à tout le monde, tu n'as pas envie de voir activer. En revanche, tu peux négocier avec EDF, GDF, etc. Parce que tu payes par avance en fait un petit peu ton électricité, ton gaz. Et donc, tu peux négocier un petit peu. Et ça, c'est des montants aussi qui sont significatifs et c'est des vraies charges fixes. Voilà. Donc, c'est clair que c'est des métiers de coûts fixes en fait et il faut du volume pour les absorber. Il y a des questions intéressantes. Je ne sais pas si… Ouais, c'est ce que j'allais dire. On va prendre les questions. Alors, on va commencer avec la question de Daniel. Votre point de vue, parce qu'on parle quand même là de solutions, votre point de vue sur les groupements d'achat comme solution d'économie. Alors, j'imagine, Daniel, tu préciseras sur le chat, mais quand tu parles de groupement, c'est groupement entre restaurateurs, c'est ça? Je pense que c'est ça, à mon avis, mais vous avez un point de vue sur ça? Alors, il y a un peu plusieurs types de centrales d'achat. Donc, il y a des centrales d'achat hyper génériques qui peuvent être par exemple rattachées au groupe Accor, etc., qui sont top pour acheter du très très gros volume, mais qui ne vont pas te permettre forcément de faire de la qualité. En revanche, je pense plus récemment à des groupements d'achat comme Stop Market, qui est vraiment super bien fait, qui a été monté par un restaurateur qui a des restos au top à Paris. Et lui, il te permet d'être en relation avec des super artisans tout en ayant des prix négociés. Donc ça, c'est vraiment une super initiative et je recommande pour les gens qui veulent maintenir de la qualité. Attention en revanche, en tout cas, aux fausses centrales d'achat qui vont te vendre tous les bénéfices, des prix écrasés, etc. et qui en fait se rémunèrent pas mal par rapport d'affaires. Et donc ça, moi, je suis plutôt contre. Et ce que je préférais en tant que restaurateur, c'est de limiter ma carte. On en revient toujours un peu à la même chose en analysant mes fiches recettes et en limitant mes produits que j'achète, mais du coup en négociant avec mon fournisseur. C'est-à-dire que typiquement, je prends un exemple, dans un restaurant que j'avais monté qui s'appelle Canard et Champagne, on achetait énormément de canards. Et ben, on pouvait se permettre d'acheter la meilleure qualité de magret tout en négociant le prix parce qu'on avait des volumes importants. Et donc, si tu fais d'une pierre deux coups parce que tu sécurises un fournisseur qui va être content de travailler avec toi sur le long terme, et en même temps, toi, tu es content parce que tu négocies un bon prix que tu vas pouvoir offrir à ton client. Donc, tout le monde, c'est hyper vertueux. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux en faire moins, mais mieux. Voilà. C'est un peu Marocco là-dessus. Je ne sais pas si ça répond. Je n'ai pas trop d'avis sur le sujet. Je connais. Si, c'est ça. Non, mais toute initiative mon avis perso, hein, toute initiative de groupement d'achat peut être intéressante. Après, là où moi je rejoins Pierre, c'est que si vous identifiez des mecs, des personnes qui font déjà ça et essayer de se rattacher à ça, pourquoi pas, en prenant des recos, parce que je pense qu'il y a un peu de tout, mais je ne suis pas persuadé, en revanche, que essayer de monter une micro-centrale d'achat avec des restaurateurs qu'on connaît, tout ça et tout, ce soit la bonne chose, en ce moment, parce que ça risque au final peut-être de mettre plus de complexité
pour un gain qui sera minime. Mais en tout cas, Pierre t'a donné un exemple, s'il y a des initiatives intéressantes, ouais, je pense que ça peut être bien. Ouais, Market, par exemple, c'est top. Il y a aussi Choco, qui est une app de commande qui est un peu différente, mais qui te permet un petit peu, si tu échanges avec des restaurateurs voisins, peut-être de grouper un peu tes commandes. C'est pas bête, ça se réfléchit. Il y a une question de Stanislas, et ça rejoint toute la discussion qu'on a depuis tout à l'heure sur la réduction de cartes. Il dit réduire la voilure peut impliquer une baisse de qualité. Comment faire comprendre aux clients que l'offre ne peut pas être la même? Michael? Alors une baisse de qualité, il faut voir à quel niveau. Si c'est par exemple des problèmes effectivement dus au fait que quand tu livres, les produits vont être moins bien conservés, réchauffés, etc. C'est ce que je peux comprendre. Après, ouais, c'est les questions de marketing. Je pense qu'il faut être transparent dans la communication, expliquer les problématiques. Adapter peut-être les tarifs en conséquence par rapport à ce que vous faites d'habitude sur la carte en salle. Après, par rapport à ça, au-delà de l'aspect marketing, pour revenir à la situation des US où les choses aussi évoluent très rapidement là-dessus, où il y a pas mal d'innovations en cours au niveau packaging pour essayer de pouvoir livrer des plats un peu plus sophistiqués qui d'habitude se prêtent moins à la vente à emporter ou à la livraison tout en maintenant la qualité. Donc à voir comment ça évolue sur les prochains mois, mais je pense que c'est quelque chose à suivre de près en termes d'innovation à ce sujet-là. Pierre, tu as un truc à dire Ouais, non, mais je pense que tu as complètement raison, Mickaël. Je pense qu'il faut réfléchir au bon packaging. Il faut faire des produits qui se livrent bien parce que sinon, ça arrive froid et sans dessus-dessous. Il y a un truc qui est hyper dur à bien livrer, par exemple, c'est les pizzas. Et ben, il y a des packaging qui permettent de maintenir sa pizza vraiment à plat avec des petits trucs qui vont maintenir la pizza bien allongée. Et aussi, il y a un travail d'éducation à faire avec ces livreurs. Typiquement, il faut leur dire, bah, ta pizza, s'il te plaît, tu la laisses bien à plat, tu ne me la retournes pas parce que les mecs, ils mettent ça dans les sacs, ils te le mettent sans dessus-dessous. Donc, il faut être vigilant là-dessus, je pense, sur la partie packaging. Et après, Stanislas, moi, je pense il vaut mieux, dans cette période, en faire moins, mais mieux, parce que tes clients, du coup, ils vont être contents, ils vont mettre des super notes sur Internet et du coup, ils vont recommander à fond ton resto et tes plats stars. Et du coup, ces plats-là, tu vas pouvoir faire de la qualité tout de même. Et d'autant plus que ce que disait Michael est vrai, c'est-à-dire que du coup, tu as une concurrence plus féroce sur les réseaux sociaux, donc les gens vont un peu baisser leur prix. Donc, tu ne vas pas te pouvoir permettre de tout faire. Donc, fais moins, mais mieux. Et donc, moi, je pense qu'il faut quand même essayer de ne pas faire au détriment de la qualité. Les clients, ils sont super exigeants. Je reprends l'exemple de Liberty's Burger que personne ne connaissait, qui a été élu meilleur burger de Paris. Les mecs, ils n'ont pas fait de concessions sur la qualité. Donc, c'est par le volume qu'ils peuvent se permettre de proposer des bons prix. Donc, voilà, moi, je pense qu'il vaut mieux en faire moins, mais mieux. Ouais, juste, tu as parlé de Big Mama tout à l'heure, Pierre, déjà. Moi, j'ai testé le click and collect chez eux. Voilà, pour donner un exemple concret, quand tu vas chercher les pizzas là-bas, tu as un petit flyer qui t'explique pourquoi ils ont changé leur recette de pizza pour qu'elle s'adapte à la livraison. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'éducation, c'est un mot un peu dur. On va dire informer ses clients La transparence, quoi. et être transparent et surtout avoir en tête qu'en fait, les gens qui vont venir maintenant, c'est des gens qui veulent, euh, qui sont bienveillants et positifs. C'est des gens qui veulent venir parce que c'est leur kiff, parce que ils ont envie aussi de participer au soutien des restaurants. C'est dans toutes les études qui sont sorties, c'est un des items qui ressort vachement. Donc en fait, moi de la réduction de cartes ou la simplification de certains plats, je ne le vois pas comme un problème à partir du moment où on est transparent et et où on explique à ses clients pourquoi on le fait et quel est le contexte actuel. Et s'il y a bien un moment où les clients seront capables de le comprendre, c'est bien maintenant. C'est clair, ouais, tu as raison. Il faut qu'on aille vite. On parlera. Il y a quelques questions sur le plus long terme. C'est bien parce on va évoquer ça juste après. Et il y a donc Lise qui avait une question sur quel coût fixe on peut transformer en coût variable. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire tout ce que tu arrives à négocier, mais je ne sais pas si on en a parlé. Hein. Les loyers, c'est peut-être compliqué, mais je pense que en fait, tout peut se variabiliser.
j'ai des cas pareils de lecteurs avec qui j'ai discuté qui ont renégocié leur géance euh, pour pour qu'elle s'adapte au contexte. Les banques ont fait des efforts pour suspendre des échéances. C'est sûr qu'il y aura des renégociations avec les banques dans 6 mois. Enfin, en fait, quasiment tout sauf les salaires, en tout cas sauf la partie fixe des salaires, et encore pour l'instant avec l'activité partielle, même ça on peut remettre cette partie-là en Tu question. as d'autres trucs que tu peux négocier aussi. C'est par exemple, si tu as un service de linge, tu vois, ou si tu as un service qui te livre le papier dans les WC. Désolé, c'est pas très glamour, mais c'est une réalité. C'est un truc, tu te fais livrer du papier toilette ou des désodorisants. Ça, c'est des trucs que tu peux négocier parce que Elise, par exemple, sera content dans 3 mois que tu puisses payer les factures et comprend qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour toi. Donc, je pense qu'il y a quelques abonnements comme ça. Je pense aux abonnements type Castali ou des livraisons, des trucs que tu avais en permanence dont tu n'as pas besoin. Je pense que si ces fournisseurs-là, s'ils peuvent comprendre ta problématique, ça peut quand même faire un bon bol d'air, quoi. Voilà. Bon, on va passer à la dernière partie. C'est bien, il y a plein de questions et qui en plus concernent un peu justement des dernières parties. On a parlé du court terme, on a évoqué plein de choses. Maintenant, une des questions, bah, c'est voilà, à moyen terme, qu'est-ce qui va se passer, sachant que bien évidemment, bah, c'est quand même bien impossible de le savoir, mais euh, comment on peut anticiper le moyen terme? Quel type de scénario vous envisagez sur la sortie de crise et surtout quel type de moyens on peut mettre en place suivant la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui pour pouvoir soit survivre, soit se développer à moyen terme. C'est très bien parce qu'il y a une question hyper pratique, enfin il y a 2 questions pratiques qui étaient dans mon pool de questions qui ont été posées. La première, c'est une question de Flore, c'est à partir de quel moment, en gros, c'est quoi le signal d'alarme pour faire appel au PGE selon vous aujourd'hui? Nickel, tu as un point de vue là-dessus? Le signal d'alarme pour faire appel au PGE, bah, c'est ton plan de trésor. C'est tes prévisions de trésorerie. Si tu vois que ça va devenir très compliqué au niveau des réserves de cash dans les mois, 1 mois à 3 mois, il faut l'anticiper, il faut faire la demande rapidement. Après, c'est des dossiers qui vont assez vite. Nous, on a des clients qui l'ont eu en l'espace de 10 jours. Il y a encore des réserves disponibles au niveau des fonds garantis par l'État. Voilà, donc comme on disait, il faut essayer de repousser le plus possible, c'est sans se mettre dans le rouge. Le plus tard vous le demandez, le plus tard vous aurez à commencer à le rembourser. Le remboursement arrive après 1 an et mine de rien, ça va arriver vite, 1 an. Donc voilà pour la partie PGE. Après, sur les scénarios plus long terme, bon, personne n'a de boule de cristal, mais je pense que l'important, c'est le mindset, en fait, l'état d'esprit qu'il faut avoir pour réfléchir sur le plus long terme. Et c'est, je pense malheureusement, de se dire que ça va encore durer, que la reprise va certainement être lente et que voilà, ceux qui étaient dans une perspective de ça va être une parenthèse de 2 mois et ça va repartir comme avant, il faut se mettre en tête que les choses sont parties pour durer. Donc tout ce dont on a parlé en termes de modèle économique innovant, en termes de diversification de l'activité, etc., il ne faut pas temporiser. Je pense qu'il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond maintenant et s'inspirer de ceux qui ont réussi à faire déjà cette transition, aller leur parler et se mettre en ordre de bataille opérationnel pour passer les prochains mois selon ce mode-là, quoi. Voilà, pour revenir sur les US, c'est la perspective qu'ils ont aussi là-bas. Ils pensent que ça va être très graduel et que ça va revenir peut-être à la normale, ils espèrent, en 2021, mais les prochains mois vont encore être un gros challenge. Donc, il faut s'y préparer dès maintenant. Avant de passer la parole à Pierre sur une autre question, juste pour conclure sur le PGE, c'est pas automatique, c'est pas forcément rapide, donc euh, si vous pensez que vous pouvez l'absorber, faites les demandes enfin, si vous pensez que vous pourrez l'absorber dans 1 an, faites les demandes et tardez pas parce qu'en fait,
faut pas, enfin voilà, ça prend pas, ça prend 10 jours dans les meilleurs des cas, mais il y a plein de cas où ça traîne vachement plus longtemps, où les banquiers sont pas forcément si conciliants que ce qui est annoncé, et c'est particulièrement vrai dans la restauration, parce que je crois que c'est le secteur qui a le plus mauvais taux d'acceptation des PGE Ouais. aujourd'hui. Donc voilà, même dans des cas où les fonds propres sont positifs, où il y a des résultats, tout ça, il peut y avoir des très mauvaises surprises sur ce sujet-là. Précise quelque chose d'opérationnel parce qu'on a eu quelques cas de restaurateurs qui justement ils avaient fait une première demande de PGE qui était refusée parce qu'ils avaient juste transmis à leur banquier leur liasse fiscale, voilà, donc compte de résultats, bilan des derniers exercices, sans faire cet exercice de prévision de trésorerie. Et du coup, qui sont passés sur Agicap pour arriver à faire très rapidement leur prévision de trésor à 12-24 mois et resoumettre ça après en export Excel à leur banquier et le dossier est passé. Donc, la partie prévision de trésor est vraiment critique pour arriver et montrer notamment la capacité à rembourser le prêt à moyen long terme est critique pour avoir une acceptation rapide. Je vais prendre une autre question pour Pierre, ce coup-là, de Daniel, sur le click and collect et les problématiques de taux de commission qui pourraient générer de la perte de rentabilité. Voilà, Daniel, il prend l'exemple des hôteliers qui sont en train de remettre en question les plateformes type Booking, tout ça. Toi qui connais bien le sujet, Pierre, c'est quoi ton point de vue sur et la négo ou la capacité à ne pas perdre de marge avec les prestats de click and collect ou avec les prestats de delivery? Alors, le click and collect, déjà, c'est moins cher que le delivery. Le problème des plateformes comme Uber Eats, Deliveroo ou même Booking pour les hôteliers, c'est que d'un côté, elles sont un gros apport d'affaires, donc on a du mal à s'en passer. En plus, elles sont quand même assez pratiques. Mais à côté de ça, c'est un peu des sangsues, quoi. Donc, ça te fonctionne quand même un peu ton chiffre d'affaires, voire beaucoup. Donc, moi, je pense qu'il y a deux choses là-dessus. C'est que malheureusement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On peut négocier à fond, mais tant que tu n'es pas gros, tant que tu n'as pas plusieurs entités, c'est assez dur de se faire entendre. Donc moi, mon conseil là-dessus, c'est justement de voir les opportunités aussi dans la crise et de se dire, est-ce que je n'ouvre pas un deuxième, toute petite boutique, même si c'est pour 6 mois, 1 an, parce que ça va pouvoir me permettre de baisser mes commissions. Et vu le montant demandé, en plus, ils prennent des commissions sur du TTC, donc c'est hallucinant les pourcentages. Donc c'est clair qu'il faut, entre guillemets, gueuler pour se faire entendre et il ne faut pas hésiter à y aller à fond et faire jouer la concurrence entre les plateformes. Après, je fais une digression, mais moi, je pense que avant il y avait Allo Resto, après, il y a eu Uber Eats, Deliveroo. Moi, je suis sûr qu'il y a d'autres plateformes qui arriveront parce que, en fait, ça coûte trop cher et que, en fait, il y a des vagues comme ça. Et je pense que c'est pas hyper pérenne comme système parce que franchement, ça pompe trop d'argent, quoi. Donc voilà, si on ajoute à ça les tickets restaurants, les coûts sur les encaissements CB et les impôts, globalement, il ne reste rien. Donc ça ne sert à rien de bosser, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut, voilà, il faut essayer de trouver des modèles alternatifs plus vertueux et négocier, en tout cas à très long terme. Et si je peux rajouter deux trucs avant sur le PGE, pour revenir à la question d'avant. Moi, je voulais dire que moi, mon conseil, ce n'est pas forcément d'attendre. Au contraire, c'est de prendre l'argent tout de suite sur le PGE parce qu'on ne sait pas si dans 3 mois, on sera éligible. Et en plus, si on est en bonne situation aujourd'hui, il vaut mieux pas attendre parce que dans 3 mois, on n'aura peut-être plus la trésor, on sera peut-être moins sexy pour un banquier pour être financé. En plus, on ne sait pas s'il y aura toujours des réserves. Donc, moi, je pense mieux vaut prévenir que guérir. Et ça pourra permettre de saisir des opportunités. Donc, voilà. Et Mickaël a complètement raison. Il faut un plan de trésor parce que sinon, le banquier, il peut juste voir de l'historique et il ne peut pas analyser sur du futur. Donc, c'est hyper important de l'apporter. Et je dirais un dernier truc, c'est qu'il y a un truc auquel on ne pense pas, mais il faut aussi appeler la Banque de France pour voir quelle est sa cotation Banque de France. Parce que si on a une super note Banque de France, eh ben, on aura un super PGE, on aura une quotité plus importante, un emprunt plus important et plus rapidement. Et ça se fait facilement. En fait, il y a des standards auxquels on peut appeler, se présenter, dire voilà, c'est ça mon activité, etc. Et ça va améliorer sa note. Donc voilà, c'est cool de le savoir parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Et juste, s'il ne nous reste pas longtemps, parce que je sais que tu as cette expérience de ça par rapport au click and collect ou par rapport au delivery, ton avis sur les dark kitchen, parce que je sais que c'est un truc que tu as été dans les premiers avec Panorama à monter ce format en France. Est-ce que justement, c'est pas cette typologie de nouveaux produits, entre guillemets, qui peut faire en sorte que tu ne perds pas de la renta sur ton activité?
Bah, tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un business de coût fixe. Donc, si tu fais x6 sur ton chiffre d'affaires et avec des commissions de plateforme, tu vas quand même gagner plus d'argent à la fin, même si ton chiffre d'affaires est un peu est Amputé. amputé, on va dire, des commissions. Mais tu vas écraser du coup tes coûts fixes. Euh, donc, moi, je pense que en fait, faut faire le max de chiffre d'affaires avec le moins de produits différents, donc avec le moins de catégories d'achats différentes, parce que ça ajoute de la complexité, et avec le moins de manipulation en cuisine pour que ça soit rentable aussi en termes de personnel, quoi. Voilà. Enfin, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais Si, si, c'est un si, peu… si. Il nous reste quelques minutes. Alors, il y a une question sur les restaurants gastronomiques et sur l'avenir des restaurants qui coûtent cher. Vous avez un avis là-dessus? Est-ce que ça va repartir? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Rapidement, hein, parce qu'on a plus beaucoup de temps. C'est sûr que par nature, c'est plus compliqué c'est une pour vraie eux question. que pour ceux qui font du snacking. C'est clair. Après, même eux se sont mis au mode de livraison et les gens jouent le jeu. Il y a eu quelques exemples intéressants de repas gastronomiques à la livraison. Après, c'est sûr que pour eux, plus que pour les autres, c'est là où tu vends une expérience, une qualité de service, donc une expérience en salle, et que faire ça en livraison, ça a juste rien à voir. Donc, il y aura des choses à inventer spécifiquement sur ce créneau. Peut-être que ça passe justement par adapter les espaces pour arriver à respecter encore les normes sanitaires pour les mois à venir, avec une expérience, qui est au top, euh, tout en protégeant les clients quoi, et le personnel. Pierre, sur les restaurants haut de gamme? Bah, c'est vrai il y a un vrai challenge pour les restaurants haut de gamme sur les 12 à 18 mois qui viennent parce qu'il y aura moins de touristes. Donc, c'est clair que c'est un gros pourcentage des clients de ces restaurants-là. Donc, je pense qu'il faut faire très, très, très attention. Et je pense à des chefs comme Gilles Goujon, qui est un chef 3 étoiles que je salue, qui a tout de suite pris les devants et il se dit bah, moi, je me protège et je protège mon staff avant tout. Et je me mets en plan de sauvegarde pour l'avenir parce que, voilà, et c'est parce que les 12 mois, 18 mois qui vont venir sont trop hard. Et il y a plein de restaurateurs d'ailleurs qui vont, en plus de faire ça, qui vont aussi mettre en place de nouvelles offres. Donc je pense qu'ils ont raison parce que là, la donne va être difficile dans les 12 à 18 mois qui viennent. Après, je pense que pour certains restaurateurs, je pense à Mathieu Paco par exemple, qui a notamment réouvert Apicius en grande pompe il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, et qui a fait un magnifique jardin en plein milieu du 8e. Bah pour ces restaurateurs-là, je pense il y a une alternative et je pense que les clients vont venir parce qu'ils sont contents de manger des bons produits. Et puis, il y a toujours des événements à fêter, un mariage, une naissance, un anniversaire. Donc, il y aura toujours des moments qu'on veut fêter dans des beaux restaurants. Mais c'est vrai qu'il faut se préparer. Dans certaines zones, on est un peu soumis, on est vraiment dépendant du tourisme et de ce tourisme culinaire. Je pense qu'il faut faire attention, que ça va être plus dur dans les mois qui viennent, c'est sûr. Voilà, il y a une question technique de Stéphane qui demande si la reprise d'activité partielle acceptée par l'État, donc réouverture 50% en terrasse, avec acceptation de la prise en charge de 50% des salaires par l'activité partielle et remboursement de 50% des charges sociales par l'URSSAF, est-ce que c'est possible? Oui, Stéphane, c'est possible. Je te confirme que typiquement, moi, je ne suis pas du tout dans la restauration, mais j'ai été en activité dégradée pendant 2 mois. Et on était avec un système part-time entre des gens qui travaillent et des gens qui sont en chômage partiel sur des volumes compartimentés. C'est-à-dire que c'était pas toi tu travailles pas, mais c'était plus du travail à 50%, un peu sur ce modèle-là. Par contre, la mécanique, c'est que si tu fais travailler les gens, si tu leur mets 50% de prise en charge par l'activité partielle, ils doivent travailler à 50%. Ils ne doivent pas travailler plus. Sinon, tu triches. D'ailleurs, on peut donner un conseil là-dessus. C'est pour certains restaurateurs qui ne cotisent pas par exemple, à des syndicats. Quand on cotise à un syndicat, en fait, on récupère sa cotisation, notamment grâce à des réductions à droite à gauche. Donc, en fait, c'est hyper bien amorti et ça permet de négocier en groupe
justement pour, par exemple, pour les 9 mois qui viennent, négocier des mesures particulières pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. Donc, je pense que c'est le moment de faire corps et d'être solidaire pour parler d'une seule et même voix. Voilà. Et pour bien connaître et le GNI et l'UMI, mine de rien, ils ont bien défendu la profession, ils ont bien bossé ces 3 derniers mois. Voilà, on est arrivé, il est 10h58, on n'a plus de questions, on est arrivé au bout. Est-ce que vous avez un mot très rapide pour conclure Mickaël, d'abord? On va finir sur un message d'espoir. Alors, toute crise est une opportunité et je pense que c'est l'occasion pour le monde de la restauration, de l'hôtellerie, comme pour plein d'autres secteurs, de se réinventer, d'innover. Et l'histoire a prouvé par le passé que c'est dans les périodes de crise qu'il y a les innovations les plus radicales qui arrivent à émerger. Par exemple, la crise de 2008, c'est à ce moment-là que des plateformes comme Uber, Airbnb se sont créées. Donc j'espère qu'il y aura plein de belles choses qui vont aussi naître en France de cette crise dans le secteur de la restauration. Pierre? Et ouais, moi je dirais la même chose, hein, message d'espoir, tout est possible et il y a des belles choses à construire, donc il faut y croire, il faut garder le moral. Je dirais un truc d'ailleurs pour faire ça, il faut réussir à se protéger en tant que dirigeant, en tant que restaurateur, parce qu'on a tendance un petit peu à se faire passer après tout le monde. Donc pensez un petit peu à soi aussi, c'est important de garder le moral. Et je dirais après, il faut s'équiper des meilleurs outils. Donc, désolé, c'est la petite minute auto-promo, mais c'est quand même important. Je dirais 2 choses. Typiquement, si l'IBO, c'est un outil qui est gratuit, donc vous pouvez mettre toutes vos factures dans l'IBO. Vous pourrez facilement voir tous vos coûts, tous les paiements que vous avez à réaliser dans les mois qui viennent. Donc, non seulement vous allez gagner du temps, mais en plus, vous allez vraiment pouvoir ce qui vous coûte de l'argent et ce que vous devez éliminer, ce que vous devez négocier. Et bien sûr, en utilisant un outil comme Agicap, vous pourrez aussi, à 18-24 mois, projeter vos finances. Donc, voilà. Surtout, n'hésitez pas à vous équiper des meilleurs outils. Le retour sur investissement sera énorme. Voilà. Voilà. Et moi, je vais conclure en vous disant à tous merci. On a eu une grosse centaine de participants, donc c'est pas mal. Je vais redire ce que je vous ai dit au début. Déjà, merci à Food Hotel Tech de cette initiative. C'est vraiment super bien de faire ça. N'oubliez pas de visiter le salon en cliquant sur le plan. Il y a tous les exposants disponibles en visio. Vous pouvez aller leur poser des questions. Vous avez la roulette. Et voilà, bon salon à toutes et à tous. Mickaël, Pierre, merci beaucoup. Et à bientôt à tous. Voilà. Merci, salut. Salut, merci, à bientôt et bon courage à tous. Salut. Nice dit qu'on nous voit encore.